haïssait ces hommes. Je vous dirai seulement qu'ils étaient coupables du meurtre de 2 personnes, le père et la fille, et qu'ils l'ont payé de leur vie. C'était un crime trop vieux pour que j'en appelle à un tribunal quelconque. Mais comme je savais qu'ils étaient coupables, je décidai que je serais, à moi tout seul, le juge, le jury et le bourreau. Si vous avez du cœur au ventre, vous auriez agi comme moi. La jeune fille était ma fiancée il y a 20 ans. On la maria de force à Drubber. Elle en mourut, le cœur brisé. Je fis glisser l'alliance du doigt de la morte et je me jurai de la mettre sous les yeux de son bureau au moment de sa mort. Elle lui rappellerait son crime et il saurait pourquoi je le punissais. Je portais l'alliance toujours sur moi. J'ai cherché ce misérable et son complice à travers les 2 continents. Enfin, j'ai pu les joindre. Ils avaient cru que je me fatiguerais, mais ils se sont trompés. Si je meurs demain, ce qui est probable, je mourrai content. Ma tâche est faite et bien faite. Ils sont morts tous les 2 de ma main. Il ne me reste plus rien à espérer, ni à désirer. Ils étaient riches et j'étais pauvre. Il m'était difficile de les suivre. Quand j'arrivai à Londres, je n'avais plus le sou. Je me mis en quête d'un emploi. Conduire un cheval ou une voiture est pour moi une chose aussi naturelle que de marcher. J'allai donc chez un loueur qui m'employa. Chaque semaine, je devais remettre à mon temps à mon patron. Le surplus était pour moi. C'était peu, mais je m'arrangeais pour joindre les 2 bouts. Le plus difficile, c'était de m'orienter. Quel embrouillamini, Londres! J'avais un plan sous la main cependant. Quand je sus bien situer les gares et les principaux hôtels, cela commença à marcher. Je mis un certain temps à trouver le domicile de mes 2 gentlemen. Je cherchais. Ils étaient logés dans une pension à Camberwell, sur l'autre rive. Là, ils étaient à ma merci. J'avais une barbe, ils ne pouvaient pas me reconnaître. Je voulais les pister jusqu'au moment favorable. J'étais bien décidée à ne pas les laisser s'envoler. Oh, ils ont été bien près de le faire. Pourtant, j'étais continuellement sur leurs talons. Parfois, je les suivais à pied, d'autres fois avec mon fiacre. Cette manière était la meilleure. Alors, ils ne pouvaient pas me semer. Ce n'était que tôt le matin et tard le soir que je pouvais gagner quelque chose. Je commençais à être en dette à l'égard du patron, mais ça m'était égal. La seule chose qui comptait était que je mette la main sur mes bons hommes. J'avais affaire à des gens rusés. Ils avaient sans doute peur d'être suivis, car ils allaient toujours ensemble, et, la nuit tombée, ils ne sortaient plus. Je les suivis avec mon fiacre 15 jours durant, et jamais je ne vis l'un sans l'autre. La moitié du temps, Drubber était ivre, mais Stangerson veillait. J'avais beau les guetter, jamais l'ombre d'une chance ne se présenta. Je ne me décourageai pas. Quelque chose me disait que l'heure de la vengeance approchait. Ma seule crainte était que ce truc dans ma poitrine n'éclate un peu trop tôt et que je n'ai pas le temps d'agir. Enfin, un soir que j'allais et venais sur Troquet Terrace, leur rue, je vis un cab s'arrêter à leur porte. On le chargea de bagages, puis Drubber et Stangerson montèrent et la voiture démarra. Je fouettai mon cheval et les suivis de loin. Peut-être allaient-ils quitter Londres? J'étais inquiet. Ils descendirent à la gare d'Hudson. Je confiai mon cheval à un gamin et je les suivis sur le quai. Ils se renseignèrent sur l'heure des trains pour Liverpool. Un train venait justement de partir, il n'y en aurait pas d'autre avant quelques heures. Stangerson parut très fâché de ce retard et Drubber content. J'étais si près d'eux, parmi la foule, que je pouvais entendre ce qu'ils disaient. Drubber avait une petite besogne à terminer, il demanda à Stangerson de l'attendre. Il ne serait pas long. Son compagnon lui rappela qu'ils étaient convenus de ne jamais se séparer. « Il s'agit d'une affaire délicate, dit Drubber. Je dois être seul pour la traiter. » La réponse de l'autre m'échappa, mais Drubber se mit à jurer. Entre autres, il rappela à son compagnon qu'il n'était que son employé. Il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui, n'est-ce pas? Le secrétaire le laissa partir. Il se contenta de demander ce qu'il le rejoigne à l'Holidays Private Hotel, au cas où il manquerait le dernier train. Drubber répondit qu'il serait à la gare avant 11 heures, et il partit. Enfin, mon jour était arrivé. Mes ennemis étaient en mon pouvoir. À 2, ils pouvaient se protéger, mais en se séparant, ils se livraient eux-mêmes. Pourtant, j'évitais toute précipitation. Mon plan était déjà arrêté. On ne savoure pas la vengeance si la victime n'a pas le temps de reconnaître son juge, ni de savoir par qui elle est frappée et pourquoi. Je m'étais arrangé pour bien faire comprendre au criminel qu'il expiait son péché. Le hasard me servit. Quelques jours auparavant, un monsieur qui venait visiter des appartements dans Brixton Road avait laissé tomber dans ma voiture la clé d'une de ses maisons.
Le même soir, on me réclama cette clé, mais j'avais eu le temps d'en relever l'empreinte et d'en faire exécuter une semblable. Ainsi je possédais un endroit où agir librement, sans crainte d'être dérangé. Le problème était d'y amener Drebber. Sur son chemin, Drebber s'arrêta dans 2 tavernes. Dans la dernière, il resta plus d'une demi-heure. Quand il en sortit, il titubait. Il était à moitié noir. Un fiacre passait, il lui fit signe. Je le suivis de près. Le nez de mon cheval à 1 mètre du sapin. Nous traversâmes le pont Waterloo et nombre de rues, puis nous nous trouvâmes, à ma grande surprise, devant la pension de Drebber. Je ne pouvais pas m'imaginer pourquoi il retournait sur ses pas. Je stoppai ma voiture à environ 100 mètres de là. Il entra dans la maison. Sa voiture partit. « S'il vous plaît, donnez-moi un verre d'eau. J'ai la gorge sèche. » Je lui tendis un verre qu'il vida d'un trait. « Ça va mieux, dit-il. » Donc j'attendis. Un quart d'heure s'écoula. Soudain, un bruit de lutte. On se battait dans la maison. Peu après, la porte s'ouvrit brusquement et les 2 hommes en apparurent. Drebber et un jeune que je n'avais jamais vu. Le type tenait Drebber au collet. Parvenu aux marches, il lui donna une bourrade et un coup de pied qui l'envoya rouler sur la chaussée. « Chien !» s'écria-t-il en brandissant sa canne. « Je vais t'apprendre à insulter une honnête fille. » Il était furieux. Je pensais même qu'il allait s'acharner sur Drebber avec son gourdin. Mais le misérable s'échappa. Il chancelait, mais il courait aussi vite qu'il le pouvait. Au coin de la rue, il bondit dans ma voiture. « Conduisez-moi à l'Holidays Private Hotel, dit-il. » De le savoir enfermé dans mon fiacre, mon cœur se mit à battre avec une telle violence que je craignis que mon anévrisme ne me joue un mauvais tour. Je partis très lentement. Je me demandais ce qu'il y avait de mieux à faire. J'aurais pu le conduire dans les champs, et là, dans un chemin désert, avoir avec lui un dernier entretien. J'allais prendre ce parti, mais il résolut tout seul le problème. Son envie de boire l'avait repris. Il me fit arrêter devant un cabaret. Il me dit « Attendez-moi » et il entra. Il resta jusqu'à la fermeture, il en sortit ivre-mort, il était à moi. N'allez pas croire que je voulais le tuer de sang-froid. En agissant ainsi, j'aurais fait bêtement justice, je ne pouvais pas m'y résoudre. Je m'étais décidé depuis longtemps à lui laisser une chance. Au cours de ma vie errante, j'avais fait bien des métiers en Amérique. Pendant quelque temps, j'avais été concierge et balayeur au laboratoire de New York Hotel. Un jour, le professeur faisait un cours sur les poisons. Il montra aux étudiants un alcaloïde, c'est son mot. Ça sert à empoisonner les flèches en Amérique du Sud. Son effet est violent. Il en faut moins que rien pour provoquer une mort immédiate. Je remarquai bien la fiole. Une fois seul, j'en soutirai un tout petit peu. J'étais un préparateur assez adroit. Avec cet alcaloïde, je fabriquais 2 petites pilules solubles dans l'eau. Je mis chaque pilule dans une boîte et j'y ajoutais une autre pilule semblable, mais inoffensive. À ce moment, je décidai que dès que j'en aurais la possibilité, j'offrirais une pilule à chacun de mes ennemis. Moi, j'avalerais l'autre. Ce serait aussi meurtrier et plus silencieux que de tirer dans un mouchoir. À partir de ce jour, je portais toujours sur moi les 2 petites boîtes. J'allais donc m'en servir. Il était près d'1 heure du matin. Un vent violent soufflait. La pluie tombait à torrents. Mais malgré la tristesse alentour, je ressentais un tel bonheur que je me retenais avec peine de crier ma joie. Messieurs, si pendant plus de 20 ans vous aviez poursuivi un but, et si tout à coup vous voyez que vos désirs sont sur le point de se réaliser, vous comprendrez mes sentiments. J'allumai un cigare pour me calmer. Mes mains tremblaient, mes tempes battaient. Chemin faisant, je voyais dans l'obscurité aussi distinctement que je vous vois ici, le vieux John Ferrier et ma douce Lucie qui me souriaient. Ils m'accompagnèrent durant tout le trajet, l'un à droite, l'autre à gauche de mon cheval, jusqu'à notre arrivée à la maison de Brixton Road. Là, il n'y avait pas un chat. On n'entendait pas d'autre bruit que le clapotement de la pluie. Par la portière, je vis Drebber, tassé sur lui-même, dormant à poing fermé. Je le secouai par le bras. « Il faut sortir de là. »« Voilà, voilà, répondit-il. Sans doute se croyait-il arrivé à l'hôtel, car il descendit, sans rien dire, et me suivit dans le jardin. Je dus le soutenir, car il perdait l'équilibre. La porte franchie, je le fis entrer dans la chambre de devant. Je puis vous jurer que, pendant tout ce temps, je voyais le père et la fille nous montrer le chemin. « Il fait noir comme dans un four, dit-il en tâtonnant. »« Nous allons y voir, répondis-je. Je grattai une allumette, j'enflammai une bougie que j'avais apportée. « Maintenant, Enoch Drebber, me reconnaissez-vous » criai-je. Je m'étais tourné vers lui, j'avais approché la bougie de mon visage. Ses troubles yeux d'ivrogne me regardèrent.
s'emplirent d'horreur et ses traits se crispèrent. Il m'avait reconnu. Il se rejeta en arrière, pâle comme un mort. Je vis des gouttes de sueur sur son front. Ses dents claquaient. Appuyé contre la porte, j'éclatai de rire. J'avais toujours pensé que ma vengeance me serait douce, mais je n'avais jamais espéré ressentir une telle joie. « Chien, m'écriai-je, je t'ai suivi depuis Salt Lake City jusqu'à Saint-Pétersbourg, tu m'as toujours échappé. Mais enfin, te voici arrivé au terme de tes voyages. Il faut que l'un de nous meure avant l'aube. » À ces mots, il recula encore, et je vis à son air qu'il me croyait fou. En fait, je l'étais. Mes artères me battaient aux tempes comme des marteaux. J'aurais eu une attaque si je n'avais abondamment saigné du nez. « Te rappelles-tu Lucie Ferrier » hurlai-je en fermant la porte et en agitant la clé sous son nez. « L'expiation s'est fait attendre, mais elle arrive. » Je vis ses lèvres trembler. Il m'aurait supplié de l'épargner s'il ne s'était pas rendu compte qu'il ne pourrait pas me faire fléchir. « Oseriez-vous m'assassiner » bégaya-t-il. « T'assassiner ? On n'assassine pas un chien enragé. As-tu pris en pitié ma fiancée quand tu l'as arrachée à son père pour l'entraîner dans ton harem infâme ?»« Ce n'est pas moi qui ai tué son père, hurla-t-il. Mais c'est toi qui as brisé le cœur de Lucie. » Je criai plus fort que lui, puis je lui tendis la petite boîte de pilules. « Que le Dieu Tout-Puissant soit notre juge. Choisis et avale. Une de ces pilules contient un poison mortel. L'autre est inoffensive. Je prendrai celle que tu laisseras. Nous allons voir s'il y a une justice en ce monde ou si nous sommes seulement menés par le hasard. » Il s'agenouilla avec des hurlements sauvages. Il me supplia de l'épargner. Je tirai mon couteau, je lui mis sous la gorge pour le faire avaler la pilule. Je pris l'autre, et nous restâmes face à face quelques instants. Qui de nous deux mourrait ? Je n'oublierai jamais son expression lorsque l'empoisonnement s'annonça. J'éclatai de rire et lui montrai l'alliance de Lucie, mais l'effet de l'alcaloïde fut foudroyant. Un spasme douloureux tordit ses traits, il étendit les bras, tituba, puis avec un cri rauque, il s'effondra. Du pied, je le retournai et je mis ma main sur sa poitrine. Aucun battement. Il était mort. Pendant tout ce temps, mon nez avait saigné. Je ne m'en étais pas occupée. Je ne sais pas l'idée qui me prit d'écrire avec mon sang sur le mur. Je me sentais joyeux, le cœur léger, et j'imaginais de jouer ce bon tour à la police. Je me souvenais qu'à New York, on avait trouvé le mot « rash » écrit sur le corps d'un Allemand assassiné, et les journaux de l'époque avaient accusé des sociétés secrètes. Ce qui avait intrigué les New-Yorkais, pensais-je, intriguerait autant les Londoniens, alors je trempais mon doigt dans mon sang et j'écrivis le mot sur le mur, bien en vue. Je regagnai mon fiacre. Il n'y avait personne. Le temps était toujours abominable. J'avais déjà fait un bout de chemin quand je m'aperçus que je n'avais plus l'alliance de Lucie. Cette découverte me fut un coup terrible. Je n'avais d'elle que ce souvenir. J'avais dû la perdre en me penchant sur le cadavre. Je fis demi-tour et, après avoir laissé ma voiture dans une rue transversale, je courus à la maison car je voulais retrouver l'anneau coûte que coûte. Je tombai pile sur un agent qui sortait de là. Il me fallut jouer l'ivresse pour ne pas être soupçonné. C'est ainsi que mourut Enoch Drebber. Pour venger la mort de John Ferrier, il ne me restait plus qu'à en faire autant à Stangerson. Je savais qu'il résidait à l'Holidays Private Hotel. Toute la journée, je flânais autour. Mais l'homme resta caché. Sans doute n'avait-il pas vu revenir Drebber à la gare, se méfiait-il. Ce Stangerson était malin et toujours sur le qui-vive. Mais il se trompait absolument s'il espérait m'échapper en restant à l'hôtel. Je repérais bientôt la fenêtre de sa chambre. Le lendemain, au petit jour, à l'aide d'une échelle qui se trouvait là, j'y grimpais. Je réveillai Stangerson. « Ta dernière heure est venue, lui dis-je. Tu vas payer pour le crime que tu as commis autrefois. » Je lui racontai la fin de Drebber et je lui offris les pilules. Au lieu d'accepter cette planche de salut, il se précipita hors de son lit et me sauta à la gorge. En état de légitime défense, je lui portai un coup de couteau en plein cœur. N'importe comment, il devait mourir. Sa main était criminelle. La Providence lui aurait fait choisir le poison. Je n'ai plus grand-chose à dire. Heureusement parce que je suis à bout. Pour retourner en Amérique, il me fallait un peu d'argent. J'ai continué mon métier de cocher. Tout à l'heure, j'étais dans la cour. Un gamin tout déguenillé est venu me dire qu'un monsieur, habitant au numéro 221B, Baker Street, réclamait une voiture. Sans rien soupçonner, je m'y suis rendue. Pas le temps de dire ouf, ce jeune homme m'avait déjà passé les menottes. Voilà toute mon histoire, messieurs. Vous pouvez me prendre pour un meurtrier. Moi, je soutiens que je suis, tout comme vous, un justicier. Nous avions écouté en silence ce récit bouleversant. Les détectives officiels, tout blasés qu'ils fussent, avaient suivi avec un intérêt visible la confession de Jefferson Hope. Un silence tomba, troublé seulement par le crayon de l'estrade qui prenait ses dernières notes en sténo.
Quelque chose encore, dit à la fin Sherlock Holmes, qui était votre complice, cet homme qui est venu réclamer la bague après l'annonce passée dans les journaux. Avec un clin d'œil, le prisonnier réplique. Je peux révéler mes secrets, mais je ne voudrais pas causer d'ennui à d'autres. J'ai lu votre annonce, j'étais perplexe. S'agissait-il d'un piège, ou bien aviez-vous véritablement trouvé l'alliance? Mon ami eut l'obligeance d'aller voir. Avouez qu'il a rempli sa mission avec adresse. Tout à fait de votre avis, reconnut franchement Holmes. À présent, messieurs, déclara solennellement l'inspecteur, il faut se conformer au règlement. Jeudi prochain, le prisonnier comparaîtra devant les juges. Votre présence sera requise. D'ici là, je suis responsable de cet homme. Il sonna. Sur son ordre, 2 gardiens emmenèrent Jefferson Hope. Holmes et moi quittâmes le poste. Un fiacre nous ramena à Baker Street. Chapitre 14. Conclusion. Nous avions tous été assignés à comparaître devant les juges le jeudi suivant. Mais quand ce jour arriva, ils n'avaient plus besoin de notre témoignage. Un juge supérieur avait pris l'affaire en main. Jefferson Hope avait été appelé devant un tribunal où justice lui aura été pleinement rendue. Son anévrisme se rompit dans la nuit qui succéda à son arrestation. On le trouva étendu sur le pavé de sa cellule. Son visage conservait un calme sourire, comme si, au moment de sa mort, il avait pu constater que sa vie n'avait pas été inutile et que sa tâche avait été accomplie. Gregson et Lestrade vont être fous de rage avec cette mort, me dit Holmes le lendemain matin. Quelle publicité ils perdent là? Il me semble pourtant que, dans cette affaire, ils n'ont pas fait grand-chose, répondis-je. Ce que vous faites n'a pas d'importance aux yeux du public, reprit mon compagnon avec amertume. Ce qui compte, c'est ce que vous lui faites croire. Tant pis d'ailleurs, reprit-il sur un ton de meilleure humeur après un moment de silence. Pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer cette enquête. Le cas était des plus intéressants. Tout simple qu'il était, il représentait beaucoup de points instructifs. Simple, m'écriai-je. Comment le qualifier autrement demanda Sherlock Holmes en souriant. Il était essentiellement simple, et la preuve, c'est qu'un très petit nombre de déductions faciles m'a permis de prendre le criminel en moins de 3 jours. C'est vrai. Je vous ai déjà expliqué qu'un fait hors de l'ordinaire est plutôt un indice qu'un embarras. Pour résoudre un problème de cette nature, le principal est de savoir raisonner à rebours. C'est un art très utile, qui est peu pratiqué. On le néglige parce que la vie de tous les jours fait appel le plus souvent au raisonnement ordinaire. Pour 50 personnes capables d'un raisonnement synthétique, à peine en est-il une qui sache faire un raisonnement analytique. Je ne vous suis pas trop bien, avouai-je. J'aurais été surpris du contraire. Voyons, si je peux m'expliquer plus clairement. Je suppose que vous racontiez une série d'événements à un groupe de personnes et que vous leur demandiez de vous en dire la suite. Elles les repasseront de leur esprit et la plupart d'entre elles trouveront ce qui en découle. Maintenant le contraire, vous donnez d'abord la fin d'une autre série d'événements. Combien pourront en inférer la série? Fort peu. C'est cette dernière opération que j'appelle le raisonnement analytique ou raisonnement à rebours. J'ai compris, dis-je. Or, dans cette affaire, ce qui était donné, c'était le résultat. Il s'agissait d'en inférer le reste. Voici quel a été mon raisonnement. Commençons par le commencement. J'approchais de la maison, comme vous le savez, à pied, et l'esprit parfaitement libre de tout préjugé. D'abord, naturellement, j'examinais la route. Comme je vous l'ai déjà dit, je découvrais qu'un fiacre qui avait dû passer la nuit là. L'enquête vérifia ce fait, du reste. Je m'assurai que c'était bel et bien un fiacre et non une voiture de maître par l'étroit écartement des roues. Le fiacre londonien est en général moins large que le coupé d'un gentleman. Je tenais une première donnée. Ensuite, je marchais lentement dans l'allée du jardin. Le sol argileux semblait fait exprès pour retenir les empreintes. Là où vous ne voyiez sans doute que de la boue piétinée comme à plaisir, mes yeux exercés interprétaient les moindres marques. Il n'existe pas dans la science du détective une branche aussi négligée que l'examen des vestiges. Par bonheur, j'ai tant pratiqué cet art qu'il est devenu chez moi une seconde nature. Je remarquais les empreintes profondes des agents de police, mais je distinguais encore celles de 2 hommes qui avaient traversé le jardin avant eux. Il était évident qu'ils y étaient passés les premiers. De place en place, leurs pas avaient été effacés par les pas des autres. Ainsi, j'établis un second fait, d'après lequel les visiteurs nocturnes étaient au nombre de 2. L'un de haute stature, calculé sur la longueur de ses enjambées, l'autre vêtu d'une manière fashionable, à en juger par l'empreinte élégante de son soulier.
Cette dernière déduction se confirma quand j'entrai dans la maison. L'homme coquettement chaussé gisait devant moi. Par conséquent, c'était l'autre, je veux dire le grand, qui avait commis le meurtre, si meurtre il y avait. Le cadavre ne présentait aucun signe de blessure. En revanche, son expression tourmentée laissait croire qu'il avait vu la mort s'approcher. Celle d'un homme, emporté par une crise cardiaque ou par toute autre cause naturelle, ne traduit jamais une semblable agitation. Je flairais les lèvres, il s'en exhalait une odeur aigrelette. J'en inférais qu'il avait été empoisonné de force. Qu'il l'eût été de force se devinait d'après son visage, à la fois haineux et terrifié. C'est par la méthode d'exclusion que j'en étais arrivé à ce résultat. En effet, aucune autre hypothèse ne s'ajustait aux faits. D'ailleurs, ne vous imaginez pas que l'idée de faire prendre du poison de force soit bien nouvelle, elle se trouve dans les annales du crime. Tout toxicologue se rappellera les cas de Dolsky à Odessa et de Léturier à Montpellier. Quel était le motif? Voilà le hic. Ce ne pouvait pas être le vol, on n'avait rien pris. La question se posait donc ainsi. Était-ce la politique ou une femme? Cette dernière supposition m'a paru de prime abord comme étant la bonne. Sitôt sa besogne accomplie, l'assassin politique file. Au contraire, l'assassin que je cherchais avait pris son temps. De plus, il avait négligé toute précaution, témoin les nombreuses traces laissées dans la pièce par lui. La politique étant hors de cause, cette vengeance méthodique avait dû être provoquée par une offense personnelle. L'inscription sur le mur, cette attrape-nigaud ne réussit qu'à me confirmer dans mon idée, et ensuite la découverte de l'alliance me donna raison. Sans aucun doute, le meurtrier s'en était servi pour rappeler à sa victime une femme absente, sinon morte. À ce moment-là, je posai une question à Gregson. Dans son télégramme à Cleveland, avait-il demandé si Dreber avait eu des histoires dans le passé? Il me répondit que non, vous vous souvenez. L'examen minutieux de la pièce confirma mon hypothèse sur la stature du meurtrier. En outre, il me fournit des détails sur les cendres de son cigare et la longueur de ses ongles. Étant donné l'absence de toute trace de lutte, j'en étais arrivé à la conclusion que le sang répandu sur le parquet avait coulé du nez du meurtrier dans son énervement, la traînée de sang suivant la trace de ses pas. C'est en général chez les tempéraments sanguins qu'une violente colère provoque un tel accident. Je hasardais que le criminel était un type robuste, avec un visage haut en couleur. Je ne me trompais pas, comme on l'a vu par la suite. Une fois dehors, je me dépêchais de faire ce que Gregson avait négligé, je télégraphiais au chef de la police de Cleveland, pour savoir dans quelles circonstances Enoch Dreber s'était marié. La réponse fut concluante. J'appris que Dreber avait déjà invoqué la protection de la loi contre un ancien rival, Jefferson Hope, actuellement en Europe. Là, je tenais la clé du mystère. Il ne me restait plus qu'à prendre le meurtrier. C'était le conducteur du fiacre qui était entré dans la maison avec Dreber, j'en avais la certitude. Les marques sur la route montraient que le cheval avait erré à droite et à gauche. Il avait donc été livré à lui-même. Pendant ce temps, où se trouvait le cocher, sinon dans cette maison? Or, un homme sensé n'aurait pas commis délibérément son crime en présence d'un tiers. Enfin, pour qui veut pister quelqu'un à Londres, le métier de cocher est tout indiqué. Ma conclusion, Jefferson Hope était un cocher dans la capitale. En admettant qu'il fût cocher, il ne changerait sans doute pas de métier, du moins pour l'instant, afin de ne pas attirer l'attention sur lui. Vraisemblablement, il continuerait à exercer quelque temps encore. Mais prendrait-il un faux nom? C'était bien improbable, personne à Londres ne le connaissait. J'organisais une bande de gamins en corps de détective et, systématiquement, je les envoyais chez tous les loueurs de voitures, jusqu'au moment où ils me dénichèrent mon homme. Leur réussite et le parti que j'en tirai aussitôt sont encore présents à votre mémoire. Quant au meurtre de Stangerson, je ne l'avais pas prévu. En tout cas, il n'y avait pas moyen de l'empêcher. Alors, j'entrai en possession des pilules que j'avais devinées. Voilà, tout est un enchaînement de déductions. C'est merveilleux, m'écriai-je. Il faut que vos mérites soient reconnus. Publiez un compte-rendu de cette affaire. Si vous ne le faites pas, moi je le ferai. À votre idée, docteur, répondit-il. Tenez, continua-t-il en me tendant le journal. C'était l'Écho du jour, et le paragraphe qu'il me signalait avait trait à l'affaire. Le public a été frustré d'un régal sensationnel par la mort subite du dénommé Hope, l'assassin présumé de M. Enoch Dreber et Joseph Stangerson. Par suite de ce dénouement, on ignorera sans doute toujours les détails de cette affaire. Cependant, nous savons de bonnes sources que le crime a été la conclusion d'une vieille et romantique inimitié où l'amour et le mormonisme ont joué un rôle. Les deux victimes ont fait partie, dans leur jeune âge, des saints des derniers jours, et Hope, le détenu qui vient de mourir, venait lui-même de Salt Lake City.
À tout le moins, cette affaire aura servi à mettre en lumière de la façon la plus frappante la valeur de notre police, et elle fera comprendre à tous les étrangers que désormais ils feront bien de vider leurs querelles dans leurs pays respectifs plutôt que sur le sol britannique. C'est le secret de Polichinelle que le mérite de cette prompte arrestation revient entièrement aux célèbres détectives de Scotland Yard, messieurs Lestrade et Gregson. L'individu a, paraît-il, été appréhendé dans l'appartement d'un certain monsieur Sherlock Holmes, qui a lui-même fait preuve de quelques talents comme détective amateur, et qui, avec de tels maîtres, peut espérer rivaliser un jour avec leurs compétences. On s'attend à ce qu'une décoration soit attribuée aux deux agents en juste reconnaissance de leur service. « Ne vous l'avais-je pas dit ?» s'écria Sherlock Holmes en riant aux éclats. « Voilà tout le résultat de notre étude en rouge. Nous avons décroché, pour ces messieurs, une décoration. » « Peu importe, répondis-je, tout est consigné dans mes notes, et le public jugera. Pour l'instant, contentez-vous de la bonne conscience que vous donne votre réussite, tel le pauvre Romain. Qu'importe leur sifflet quand, enchanté, je contemple le spectacle, chez moi, des trésors de mon coffre. » Fin. Voilà, je vous remets le son.